Oui, bonjour Monsieur Bongos. Merci de me recevoir dans votre émission Afrique Continent, Afrique Rédaction. Félicitations d'abord à votre chaîne. Je vois que vous faites un très grand succès qui est quelque chose d'incommensurable pour nous les Congolais que nous sommes et un sentiment de fierté. Je suis arrivé aujourd'hui, le 10 février, à Bruxelles, effectivement. On est présentement à Liège. Et je suis en Belgique, comme vous le savez bien. Le samedi 13 février est une date de commémoration du 34e anniversaire de l'UDPS, ce qui marque 34 ans de lutte officielle parce qu'elle a commencé ultérieurement. Et j'ai estimé que c'était important de pouvoir se rencontrer avec les autres compatriotes pour pouvoir avoir un moment de change, un moment de réflexion, un moment aussi de prise de conscience et surtout, moi je dirais, d'un sursaut patriotique parce que l'UDPS en ce moment-ci, je pense qu'elle est à la croisée des chemins, tant bien le parti ainsi que le pays. Donc nous devons vraiment réfléchir ensemble pour pouvoir adopter une seule voie et tirer le pays par le haut. Donc je suis ici, j'ai un rendez-vous à Paris pour une préparation des travaux que nous devons présenter aux officiels français. Donc je serai entre Paris et Bruxelles, mais je compte bel et bien être là le samedi 13 février avec les compatriotes. Le fameux dialogue. Vous savez, moi j'ai déjà donné ma position à plusieurs reprises concernant le dialogue. Vous savez, en fait, moi je pars de l'école de pensée. Quand je regarde la situation de la RDC, je pense à... En fait, ce qui résume ma pensée la plus profonde et ma forte conviction est une quotation qu'avait utilisée le président américain, le 6e président américain, Quincy Adams. Il dit ceci, je le dirai d'abord en anglais, et après on pourra traduire pour nos interlocuteurs. Il dit ceci, il dit The abolition of slavery is not only a question of moral ethic, but it's a question of justice. And if doing the right thing means war, then it is welcome because we will be a better nation afterward. En résumé, ce qu'il dit, c'est que l'abolition de l'esclavage est une question d'éthique morale et une question de justice. Et si une question de justice doit provoquer la guerre, then nous devons accepter la guerre parce que nous serons une meilleure nation après tout cela. Voilà en fait ce qui résume mon dialogue. Le dialogue en ce moment-ci est inopportun. Je me suis toujours opposé parce qu'il n'y a aucun dialogue jusqu'à ce jour qui a bénéficié la RDC en quoi que ce soit, surtout pas sa population. Aujourd'hui, dialoguer, c'est une compromission. Parce que à partir du moment où vous vous asseyez, vous dialoguez avec le parti, le camp adverse, vous arrivez à un compromis qui tire la transition, qui tire un glissement avec Kabila. Or, Kabila est le problème. Par conséquent, il a un mandat de fait, si on remonte depuis 2011, qui se termine le 19 décembre. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifierait un dialogue qui va certainement nous ramener dans un glissement et une transition qui lui permettra de briguer un autre mandat? Par conséquent, à partir du moment où vous allez au dialogue, la Constitution tombe. Parce que toutes les prérogatives qui veulent être discutées au dialogue elles sont déjà traitées dans la Constitution. Donc, lorsque nous allons dans un cadre extra-constitutionnel, cette constitution est abrogée et nous allons aller dans une nouvelle constitution. Donc, tout est remis à zéro. Kabila a par défaut, par conséquence,
le droit de se représenter. Donc vous lui donnez en fait la présidence à vie. Donc nous ne devons pas avoir peur de dire non, de rester ferme par rapport à nos convictions. Si nous voulons vraiment libérer ce peuple, nous ne devons pas avoir peur, nous devons embrasser notre destin et avancer, quel qu'en soit le prix. Donc, forcément, moi, je l'ai déjà dit, je le dis encore, je suis et resterai contre ce dialogue-là. Front citoyen, vous savez, moi je suis congolais, un vrai patriote, comme tant d'autres. Et j'ai toujours l'habitude en fait de ne pas remettre les actions des autres en question. Parce que j'ose croire que tout Congolais aime son pays et qu'il cherche vraiment des solutions valables pour son pays. Par conséquent, ils mènent des actions et ils vivent avec le résultat. L'idée, l'esprit de Front citoyen, je pense que c'est une très bonne idée. C'est des Congolais qui se rassemblent autour d'un idéal. J'ose croire que c'est la République, l'article 64, et pour trouver des solutions face au chaos qui sévissent la RDC. Là où j'ai certaines réservations, c'est que lorsque je regarde les personnalités qui incarnent le Front citoyen, je ne me retrouve pas par rapport à l'idéologie. Vous savez, même quand vous voulez mener un mouvement tout simple, même autour d'un idéal, il faut quand même avoir les mêmes valeurs. Et j'ai du mal à voir tous ces opposants que j'ai vus à Gorée, à l'île de Gorée. Ça faisait comme une Macédoine. Et je ne sais pas c'est quoi exactement leur idéologie, parce qu'ils veulent amener une insurrection populaire, ben, il faut que ça soit conduit d'une manière idéologique et pour que la population puisse saisir leur message et sortir et répondre à leurs revendications, qui sont légitimes d'ailleurs, mais je pense qu'ils vont avoir des difficultés parce que je sens déjà beaucoup de contradictions dans ce mouvement. Et par contre, je pense que la population, ayant été tellement dupée, aura du mal à les suivre. Néanmoins, bon, on leur souhaite un bon vent, on va voir ce que ça va donner. Hein. Comme je l'ai dit au début de la question, moi je ne suis pas là pour remettre les actions des Congolais de part et d'autre en question. Ils se battent, et si c'est une bonne chose, et que ça va avancer le pays d'une manière positive, c'est bien. Moi, par conséquent, j'ai une autre idéologie dans la tête, et je vois les choses autrement, et je me fie à mon chemin. Et je leur souhaite bon vent, ce sont des compatriotes congolais. Les primaires, l'idée de primaires dans l'opposition. Les primaires, c'est toujours une bonne chose. Hein. Ça permet à chaque individu de pouvoir réellement tester son électorabilité. Mais il faudrait bien vous rendre compte que au Congo, il n'y a pas d'infrastructure. Et vous allez faire ces primaires comment? Avant qu'ils touchent la constitution, le régime en place, il y avait 2 tours. Ça, c'était les primaires. C'était idéal. Celui qui veut être candidat va au premier tour et puis par conséquent mesure sa capacité de frappe et puis s'allie à celui qui est le plus fort et puis le deuxième tour décide la présidentielle. Mais ça a été enlevé. Donc c'est vrai que si on va aux élections, c'est gênant d'avoir un président qui peut être lié avec moins de 50%. Mais vous allez aux primaires, vous proposez des primaires, mais sans infrastructure. Je ne vois pas comment ça va être. Aujourd'hui, on a déjà un problème de corps électoral. On n'a
pas une indication correcte du corps électoral, il n'y a pas d'infrastructure, certains qui ont des moyens auront plus d'avantages par rapport à d'autres, et par conséquent, le processus sera biaisé. Donc, je ne vois pas comment cette faisabilité est possible. Je pense qu'aujourd'hui, le parti qui a beaucoup plus d'avantages, c'est l'UDPS parce qu'elle a des bases implantées partout. Moi, je vois plutôt que si on veut se fier, peut-être le deuxième parti qui vient serait le MLC qui a aussi une représentation assez nationale. Donc je pense que si au moment où on veut être honnête avec soi-même, il faudrait peut-être regarder qui est le candidat meilleur valable qui peut ressortir de ces deux formations et se ranger derrière cet individu pour aller affronter le régime en place. Dans un cadre électoral, je sais que les gens de l'UNC vont probablement crier parce qu'ils se disent déjà un parti national, mais je ne pense pas que l'UNC a eu assez de temps pour s'implanter comme l'UDPS et le MLC l'ont déjà fait. Maintenant, sur la diaspora a toujours un problème, c'est un problème d'ego. Moi, je pense que, tout d'abord, la diaspora ne vote pas. Même si elle a la possibilité de pouvoir voter pour les élections présidentielles. Je ne vois pas encore une fois comment ça va être fait, compte tenu qu'on a un problème de logistique. Et puis la diaspora en général, c'est triste, mais les Congolais, on a un problème d'ego. Tout le monde veut être le premier, même si on n'en a pas la capacité. Tout le monde pense... En fait, le Congolais, c'est un sérieux problème. Moi, je pense que c'est le problème de syndrome de Stockholm. Le Congolais pense que parce qu'il est bien habillé, il tient un bon discours, il sait débattre, et automatiquement, ça fait de lui un bon chef. Mais un chef, c'est celui qui a la capacité, il faut avoir bien sûr ses attributions dont je viens d'énumérer, mais c'est celui qui a la capacité de fédérer les gens à l'intérieur tant bien qu'à l'extérieur, surtout beaucoup plus à l'intérieur même. Parce que la diaspora ici, les égos surdimensionnés, ça c'est triste mais c'est ça. Les gens pensent que c'est facile d'être président de la RDC, mais c'est un travail incommensurable. C'est 11 provinces, pour résumer ça comme ça. Il y a des complexités tribales, il y a des complexités régionales, il y a des complexités linguistiques. Donc il faut avoir vraiment la colonne vertébrale pour arriver à fédérer toutes ces factions et à aller de l'avant. Sans avoir testé le terrain, avoir une certaine idée de sa capacité d'électorabilité, on va se proposer candidat présidentiel par rapport à quoi? Un projet de société. Pendant qu'on sait qu'au Congo, comme en Afrique, partout, on a tendance à voter sur la fibre tribale. C'est triste, mais c'est la réalité. Moi, je ne sais pas très bien. Donc, il faut prendre toutes ces variables en considération et voir quelle est la personne qui peut en même temps fédérer l'intérieur ainsi que l'extérieur, en tenant compte de ces variables, et pouvoir avancer. Et ça, c'est un travail qui demande une certaine humilité, reconnaître les capacités des autres, pas organiser des primaires juste pour se faire prévaloir ou embellir son CV. Donc voilà un peu ce que moi je pense. Le fichier électoral, moi je ne m'attarderai pas beaucoup trop sur le fichier électoral parce que les réalités sont bien connues. Je renverrai plutôt les gens sur l'interview qu'a fait Olivier Kamitatou. Je pense qu'il décrit la situation de manière très simple et pour que les gens se rendent vraiment à l'évidence que jusqu'à date le régime en place ne veut pas organiser des élections par mauvaise foi ou parce qu'ils tout simplement ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Olivier Kamitatou, je retiens deux points qu'il dit. En tant que ministre du plan, et c'était l'interview qu'il a fait chez un de mes confrères à la presse, il est peut-être trouvé en ligne, il dit que le toilettage du fichier électoral, ça prend 4 mois.
Et si il faut revoir le fichier électoral dans sa capacité entière, c'est 10 mois. Donc c'est simple, vous faites le calcul. Et j'ajoute même qu'il dit qu'une bonne partie des fonds pour cette opération avait déjà été mobilisée. Donc quand il dit une bonne partie, j'ose croire qu'il peut parler d'une moitié, au moins. Donc les opérations peuvent déjà démarrer avec ce qui est déjà acquis. Mais ça ne se fait pas tout simplement parce qu'il y a une mauvaise foi de la part des dirigeants actuels qui ne veulent pas organiser les élections et par conséquent bloquent la CENI. Donc ils doivent dépolitiser l'appareil technique qui est la CENI afin qu'on puisse aller aux élections. Sinon, je ne vois pas de quelle manière on peut évoluer sur cette voie. La coupe des léopards, ouais, mais c'est quelque chose de très beau. Ouais, le sourire sur mon visage, évidemment. Je suis très content, comme tous les Congolais, bien sûr. Ben, ça prouve à suffisance que la nation, surtout la jeunesse congolaise, est vibrante. Vous voyez l'exploit qu'ils ont réalisé malgré toutes les difficultés. C'est vraiment un chef-d'œuvre qui nous fait extrêmement plaisir. Moi, j'aurais seulement souhaité que, vu que c'était la victoire de la nation, qu'on laisse la nation célébrer avec la population comme il se doit. Mais malheureusement, vous voyez, au Congo, on a politisé l'affaire et voilà, la population n'a pas pu célébrer avec les joueurs. C'est bien les cadeaux qu'ils reçoivent, des jeeps. C'est bien de donner, d'offrir des véhicules aux joueurs, en moyenne 65 000 $ pour 40 personnes, un personnel de 40 personnes. Ça fait plus ou moins 3 millions de dollars. Et ben, oui, c'est paradoxal parce que pour des œuvres comme ça, l'argent, on le trouve, mais quand il s'agit de choses sérieuses, pas pour dire que le sport n'est pas quelque chose de sérieux, mais le sport tombe dans un cadre de loisirs. Nous sommes très fiers de nos jeunes, bien évidemment, mais ces 3 millions, si on été demandé, par exemple, pour le toilettage, le fichier électoral, on vous aurait dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, vous voyez, la République du Congo est en train de tourner tout doucement d'une république confisquée à une concentration, un camp de concentration. Hein. Donc, c'est ce que je veux faire, et je le fais comme je le sens, et vous n'avez rien à dire. C'est comme ça que ce gouvernement se comporte. Donc, le rendez-vous final, c'est le rendez-vous des Congolais. Il revient à chacun de nous de pouvoir assumer ses responsabilités. Nous sommes à la croisée des chemins pour notre pays. Si on n'arrive vraiment pas à se réunir autour d'un pacte républicain et faire ce qu'il y a de plus crédible et nécessaire, on va rater le train, on va rater le rendez-vous avec l'histoire, et c'est le 21e siècle qui va nous échapper. Et moi, après, ça se passe comme ça, je ne vois vraiment pas comment on pourra sortir de ce gâchis. Donc, c'est vraiment le moment. J'invite tous les Congolais à faire vraiment plus de réflexion, mais plutôt un sursaut patriotique et de se prendre vraiment, vraiment, de s'assumer comme il se doit en tant qu'un citoyen digne d'une république.